Ade, du muntre, du fröhliche Stadt, ade. Samuel, tu nous disais tout à l'heure que tu étais journaliste à la base. Ouais. Comment est-ce qu'on est journaliste et puis on devient créateur de boutons de manchette? Alors, il y a deux réponses. La première, même si ça peut paraître bizarre, moi j'étais journaliste pour Arte. D'accord. Et je faisais ce qu'on appelle des courts sujets de 2-3 minutes sur des artistes contemporains. Parce que donc, tu as une formation d'histoire de l'art. D'histoire de l'art. Ouais, à la Sorbonne. Et la petite chimie pour le montage, pour le tournage, pour le mixage du son, de mettre un peu plus, un peu moins, etc. Toute cette petite bidouille ressemble intellectuellement beaucoup à ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Il y a toujours un côté recherche et un doute sur ce qu'on fait. Et donc ça, c'est très similaire. Ensuite, comment je suis tombé là-dedans? Eh ben, grâce à Arte, j'avais essayé de faire un sujet sur... le sujet que j'avais proposé, c'était « Qu'est-ce que c'est un bouton de chemise d'homme ?» D'accord. Donc j'avais proposé ce sujet, il m'avait dit pourquoi pas. J'étais allé à Méru, dans l'Oise, au musée d'Anacre. J'avais rencontré la conservatrice. Et on avait essayé d'entreprendre une recherche juste sur l'histoire du bouton. Cette recherche n'avait pas abouti. Et donc on avait commencé à entreprendre une recherche empirique en fabriquant un bouton et en filmant la production du bouton. D'accord. Et pendant ces mêmes recherches, j'avais découvert des lois somptuaires lesquelles disaient comment s'habiller le matin avec le vêtement négligé, le vêtement de jour, le vêtement de sport, d'apparat et de sport. Je sais plus. Et de soir. Et jour, soir, négligé, apparat et sport. Voilà. Et du coup, avec à chaque fois des boutons qui pouvaient correspondre à ces catégories. Ouais. Donc quand j'ai fait ma recherche empirique, en produisant, j'ai essayé de produire tout de suite des boutons qui puissent correspondre à ces catégories. Donc à l'origine c'était pour Arte, le documentaire n'a pas vu le jour, et c'est vrai que les formes que j'avais produites au musée s'apparentaient visuellement à des boutons de manchette. Tout est parti de là. D'accord. Je les ai montrés à un copain, d'un ami, qui les a mis en vente dans sa boutique rue du Montabor. Une journaliste du L les a vus, a écrit un article dessus, en disant un créateur de boutons de manchette, rue du Montabor, etc. Moi j'étais très embêté, hein, parce que j'étais pigiste, je voulais pas faire des boutons de manchette, enfin c'était une catastrophe. Et puis quelques mois plus tard, des grands magasins américains m'ont contacté pour les vendre aux États-Unis. J'ai créé la société et voilà. Tout est parti de là en fait. Et tout est parti de là, c'était il y a un peu plus de 5 ans. Et alors, il n'y a pas de formation pour faire des boutons de manchette? Alors après, non, il faut être curieux, patient, parce que c'est un peu de la bijouterie. Donc le polissage, je l'ai appris avec un polisseur, puis un deuxième et un troisième, à traîner avec eux. Alors ils me disaient, ah mais c'est facile, il faut croiser enfin bon bref, tas de petites techniques que je comprenais pas, et je loupais, puis petit à petit je le faisais mieux, et puis encore mieux, voilà. Et aujourd'hui je le fais plutôt bien, mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps, puis j'ai beaucoup de loupés. Mais c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir le résultat que tu obtiens. Mais voilà, j'ai pas fait d'études, mais j'apprends tous les jours. Hein. Je continue à apprendre. Et tu t'intéresses aussi à, donc tu nous parlais des lois somptuaires, tu t'intéresses aussi à l'histoire du bouton de manchette. Tu peux nous parler un peu de cette histoire? À partir de quand est-ce qu'on a commencé à porter des boutons de manchette? Je sais que la chemise en elle-même
est un vêtement qui est relativement récent, bien sûr. Surtout quand on fait, quand on montre la chemise, le moment à partir duquel on montre la chemise, comment on la garder cachée. C'est un vêtement de corps. Et à partir de quand est-ce qu'on met cet ornement au poignet de la chemise? Alors, personne n'est d'accord. Hein. Personne n'est d'accord. Donc moi je vais rester extérieur au débat. C'est sûr que le bouton de manchette, on en trouve évidemment au 18e et même vraiment avant. 17e, 16e siècle, on en trouve déjà. Peu, mais on en trouve. Et il ne se portait pas en dessous, on le portait au-dessus. D'accord. Voilà, c'était vraiment un bijou de poignet. Ils étaient très très gros. Et c'était mis comme ça, comme à... Mais il fermait la manche de la chemise ou bien il était plus posé comme une... Il fermait... Ils étaient portés comme une broche, mais je crois qu'il fermait en plus la chemise. Je crois qu'il fermait quand même la chemise. Bonne question. Mais moi je vois des tableaux où on les voit comme ça. Mais alors, est-ce que ça... Je pense que ça devait les fermer, ça devait fermer la chemise. Avoir la chemise montée, le poignet de la chemise montait à l'envers. Et tu nous dis, à l'époque, on voyait des très gros boutons de manchette qui étaient des bijoux. Toi, tu as choisi, tu as un style de création qui sont... qu'on pourrait qualifier de discret, quelque chose de discret, mais de très fin, qui peut aller à l'encontre de cette tendance historique, mais également à l'encontre de ce qu'on retrouve aujourd'hui, avec quelque chose de beaucoup plus ostentatoire, des boutons de manchette qui vont avec la dimension des montres XXL. Et donc, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui a orienté tes choix? Mon choix déjà à l'origine, c'était de poser des questions sur qu'est-ce que c'est un bouton de chemise. Donc je suis parti de recherche sur un objet qui fait 11 mm de diamètre et pas 2 cm ou plus. Donc mes premières recherches, elles ont influencé mon style. Et ensuite, pour ma part, je ne portais pas beaucoup de boutons de manchette. Et même aujourd'hui, quand j'en porte, ça me dérange que ça se voit. J'aime bien avoir quelque chose d'exceptionnel sur moi, mais c'est mon plaisir, j'ai pas besoin de... Enfin, voilà, j'ai pas envie que ça se voit, je trouve ça gênant. Donc, c'est peut-être, voilà, ça vient de ça. Et, alors, justement, je crois que... je te pose la question, mais si tu étais toi-même un bouton de manchette, je ne te demande pas celui qui te plaît le plus, mais si tu étais toi-même un bouton de manchette, lequel serais-tu? Alors moi je mettrais l'archétype de jour, parce que c'est... Donc l'archétype de jour, hein, c'est monté argent, nacre franche, 11 mm, plat, rien. Voilà. Donc de la simplicité, de la discrétion. Surtout, il est... Alors, simplicité, discrétion, c'est l'apparence. Mais c'est une vraie recherche intellectuelle. C'est de correspondre parfaitement à la définition du dictionnaire, de se dire qu'un bouton il fait tant de millimètres, il a telle épaisseur, il est dans telle matière, etc. etc. Presque en enlevant toute fantaisie. Et c'est vrai qu'après, visuellement c'est très simple, mais la démarche pour aboutir à l'objet est quand même assez complexe. Et ça, je pense que... Je reste mine de rien influencé par toujours les histoires, l'histoire de l'art que j'ai étudiée, et en particulier la période de la modernité, les recherches sur l'abstraction qui étaient réalisées entre 1900 jusqu'à 1913, avant la Première Guerre mondiale. Toutes les recherches de Braque, Picasso et les... D'accord, donc ton archétype de jour, c'est le carré blanc sur fond blanc. Ah oui, vraiment, ouais.
Ah bah, pour moi, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais, exactement. C'est 1 an et demi pour réussir à le faire, mais j'en suis content. Dis-moi, il va bientôt être l'heure de se quitter, mais j'aimerais te poser une dernière question sur la façon dont tu entrevois l'avenir, et pas seulement l'avenir de ton atelier en partie, mais également l'avenir des boutons de manchette, l'avenir de la mode masculine. Comment est-ce que toi, tu vois tout cet ensemble dont tu fais partie en 2020, en 2025? Quelles sont, à ton avis, les grandes tendances aujourd'hui et comment est-ce que tu penses qu'elles vont évoluer? Comment est-ce que tu perçois le comportement des clients, des consommateurs et quelle est ta vision? Beaucoup de questions. Pour les boutons de manchette et je dirais en général pour la mode masculine, je trouve qu'on rentre dans une période assez enthousiasmante, mine de rien, parce que aujourd'hui on a plus le droit de porter ce que l'on souhaite si on le souhaite. Il y a moins de codes, il y a plus de liberté, donc plus de créativité. Plus de créativité, ça veut dire plus de demandes particulières et de savoir-faire à développer. D'accord. Donc on rentre dans une période où on recherche non pas seulement l'objet tout de suite, oui, mais l'objet unique. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Ou la qualité, et le savoir-faire derrière et l'histoire qui va avec. Et en plus, on sort d'une époque qu'on a appelée les 30 glorieuses, et qui, avec le recul, s'avère être les 30 glorieuses de la consommation, de la surconsommation et des conséquences de cette consommation. La pollution, le fast-food et fast-wear et tous ces trucs de 12, 20 ou 30 collections chez H&M dans l'année, etc. Du prêt, c'est pas gentil, mais prêt à être jeté. Ouais. C'est consommé et c'est déjà has-been. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on a envie de consommer des objets qui ont plus de sens, de meilleure qualité, qui puissent nous accompagner dans notre vie, et de se dire, un très beau chapeau, on va le garder et peut-être on le donnera, et que ce soit quelque chose qui puisse vieillir avec nous. Et pas seulement on l'achète, on l'utilise et on le jette. Je crois qu'on est beaucoup dans cette période, et c'est pour ça que les grandes maisons parlent tous de savoir-faire, de qualité, ce genre de choses, et beaucoup moins de tel ou tel mannequin le porte dans un défilé, ou tel et tel acteur le porte à Cannes, ou comme c'était le cas encore dans les années 80 par exemple. Aujourd'hui, on recherche une qualité, et ça je trouve que c'est on l'a pas forcément, mais on l'espère. Et les grandes maisons communiquent beaucoup là-dessus, parce que je pense qu'il y a une vraie attente aujourd'hui des consommateurs sur une qualité réelle des produits, et ça pour les artisans du luxe, c'est une chance de travailler aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a la qualité, mais cette qualité donne vie à l'objet. On n'est pas sur un objet qui est destiné à être jeté et qui n'est pas vraiment vivant. On est sur un objet qui nous accompagne dans le temps. Tu disais tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Tu parlais de tes boutons de manchette d'apparat réalisés avec des matières qui sont chinées, qui représentent un peu un patrimoine, quelque chose avec lequel on se sent bien, pour une occasion unique. Donc ça, être entouré, être porté sur soi des objets, des vêtements qui ont vieilli avec soi, qui ont une histoire, qui peuvent venir d'ailleurs de son oncle, de son père, de son grand-père, voilà, et qui nous permettent de nous sentir bien. Oui, exactement. Donc cette qualité, finalement, va habiter ces objets, leur donner vie, et ces objets vont nous accompagner comme des amis. On l'espère, exactement.
Mais il y a certains objets, et j'en ai pas parlé là, mais par exemple, les couleurs que je teins à mes rues, je me suis amusé à teindre ces couleurs alors que j'aime beaucoup les matières brutes, parce que la définition de la couleur telle que je l'ai présentée avec ces objets, c'est qu'elle est éphémère. Et donc, quand on achète cet objet, il est rouge, bleu, vert, jaune, peu importe, sachant que la couleur est photosensible, et donc, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ou 5 ans, enfin ou plus, il n'y aura plus de couleur et on retrouvera la couleur naturelle de la nacre. Mais je l'ai pensé en me disant, dans 20 ans, dans 50 ans, la personne qui va le porter pourra raconter « Ah, quand j'étais jeune, il était rouge, et puis, je sais pas, à 50 ans, il était devenu jaune, je ne sais trop quoi, il avait viré un peu, et là j'en ai 70, et c'est la nacre franche telle qu'on la trouve dans la nature, elle est parfaite. » Donc c'est le couronnement d'une vie. Mais non, mais j'aime bien cette idée qu'on puisse vivre avec un objet et que l'objet puisse vivre avec nous et évoluer. Ça, c'est une idée qui me plaît bien. Écoute, il est maintenant l'heure de nous quitter. Je te remercie vraiment de nous avoir accueillis dans ton atelier. Merci. Et on peut retrouver tes créations sur ton site internet. Bien sûr, on mettra les coordonnées en ligne. On peut se procurer tes boutons de manchette, notamment sur ton site internet. On vend en ligne dans le monde entier. Voilà. Et puis grâce à ma chérie. Oui, Donatienne, qui malheureusement n'a pas pu venir. N'est pas là aujourd'hui. Mais qui gère ça, qui joue un rôle très important dans ton entreprise. Qui gère tout. Donc à toi la création, l'artisanat, et à elle de t'entourer. Exactement. Pour tout le reste. C'est ça. Et avec un objet qu'on va présenter cet hiver et qu'elle m'a fait découvrir lors de notre mariage et qui sera vendu très bientôt à Paris. Voilà. Donc tu n'en dis pas plus, tu nous laisses la surprise. Ça serait une bague. Une bague. Voilà, D'accord, qui sera... très particulière. Très particulière. Très particulière et qui a fait appel... Là, ça fait 6 mois qu'on travaille dessus et j'ai encore tout redécouvert. On a dû travailler avec d'autres fondeurs parce qu'on va travailler juste pour la première fois avec des matériaux autres que le bronze et l'argent. Ça sera tout l'inverse. Là, ça sera que de l'or. De l'or, du platine, voilà. J'ai travaillé avec des matériaux anciens encore, des diamants en taille rose, qu'on fait tout à la main et qu'on ne trouve plus ou qui sont très difficiles à trouver. Alors, il y a un peu comme dans les boutons de manchette des objets du passé que je revisite. Et là, un peu plus encore, tu verras, c'est tout un mixte, mais c'est un bel objet, enfin j'en suis très content. Voilà. Mais écoute, on va suivre ça de près, tu nous tiendras au courant. Avec plaisir, bien sûr. Évidemment, on suivra ça avec attention et avec... et la prochaine collection sur le sertissage. La prochaine collection, donc pour 2015. 2015, ça sera que sur l'univers du sertissage. Sur le sertissage, donc ça nous réserve encore de belles surprises, j'imagine. De nouveaux objets. De nouveaux objets que tu n'as jamais encore réalisés, j'imagine. Non, bien sûr. Le sertissage, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Tout différent. J'imagine. Écoute, merci. Il est l'heure pour moi d'y aller, et puis je te laisse continuer à travailler. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt. Merci. Merci.